Et clairement, si un jour on m'avait dit que j'allais aimer ce style de livre, je n'y aurais pas cru. Bonjour. J'espère que vous allez bien en ce début d'octobre extrêmement pluvieux. Ça fait plaisir, de la pluie. Et aujourd'hui, j'ai prévu pour vous un petit update lecture puisqu'il s'avère qu'en ce moment, je lis bien. Ah ouais, alors j'ai retrouvé un rythme de lecture assez intéressant et qui me permet d'avoir différentes lectures. C'est le but du rythme de lecture, n'est-ce pas? Et j'en suis assez contente, c'est pourquoi je voulais vous partager cette update lecture. Bien évidemment, comme d'habitude, je vais le faire dans la joie et la bonne humeur, n'est-ce pas? Les deux premières lectures que je vais vous montrer sont très importantes puisqu'elles me permettent enfin, j'ai envie de dire enfin, d'avancer dans le Pumpkin Autumn Challenge. Je vous ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici pour vous montrer mes lectures, enfin les lectures que je veux, non, les lectures que je vais faire pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Premier livre, c'est un manga, c'est Tomie de Junji Ito, aux éditions Mangatsu. J'ai toujours quelques appréhensions quand je dois parler de manga, puisque clairement, je m'y connais un tout petit peu. C'est-à-dire qu'à la librairie, je suis capable de conseiller quelques séries, mais sinon, c'est le néant. Et c'est d'ailleurs seulement depuis que je travaille à la librairie que je lis des mangas. Avant, je n'en avais absolument jamais lu. Et justement, il y a un moment, j'ai regardé un live d'une personne qui lit beaucoup de classiques et donc une autre personne lui demande si elle lit aussi des mangas et elle dit oui, j'en ai lu étant ado, mais qui n'en a pas lu étant ado? Moi, je n'ai absolument jamais lu de manga étant ado. Est-ce que je savais même que ça existait? Parfois même, je me demande dans quel monde je vivais quand j'étais ado. J'ai vraiment cette sensation d'avoir été en dehors du monde. Qu'est-ce que j'ai foutu pendant mon adolescence? On ne sait pas. Tomie, c'est l'histoire d'une jeune lycéenne extrêmement attirante, extrêmement jolie. Elle attire toutes les personnes masculines. D'ailleurs, je suis en train de me demander du coup, est-ce que les personnes homosexuelles sont aussi attirées par Tomie? Ou pas? On ne sait pas. La question n'est pas abordée. Elle est extrêmement attirante, mais aussi extrêmement hypnotisante, c'est-à-dire que les garçons qui s'approchent d'elle ne peuvent plus après faire leur vie. Ils sont complètement obsédés par Tomie, à tel point qu'ils en arrivent à vouloir la tuer, mais plus particulièrement à vouloir la dépecer, la découper en morceaux, la voir morte. Manque de bol, Tomie ne meurt pas aussi facilement. C'est-à-dire qu'elle, c'est peut-être même plutôt l'inverse, qu'elle est l'inverse de mourir. Vivre, revivre. Voilà, tout ça quoi. Ce qu'il faut savoir avec Tomie, c'est qu'ici j'ai une intégrale, mais qu'initialement Tomie a été prépubliée dans deux magazines shoujo manga intitulés Monthly Halloween et Nemuki entre 1987 et 2000. Cette forme de publication explique à mon avis le fait que justement c'est plusieurs petites histoires avec des personnages différents. Le seul personnage récurrent est bien évidemment celui de Tomie, celui qui est au centre de toute l'attention. Il y a au moins deux histoires, voire trois en fait, qui s'entremêlent et où il y a un personnage qui revient. Je n'ai absolument pas été déçue avec ce manga puisque en fait finalement il m'a apporté tout ce que je désirais, c'est-à-dire des dessins gore, des situations psychologiquement perturbantes, on se sent parfois mal à l'aise, il y a aussi de la folie, du glauque, bref. Parfait pour une petite lecture du soir. Le plus marrant c'est que ça a vraiment été ma lecture de chevet, pendant plusieurs nuits. Ah, j'ai fait de beaux rêves. Ah oui, c'était sympa. Ce qui est aussi intéressant au niveau des illustrations dans ce manga, c'est qu'on peut clairement voir l'évolution du style du mangaka puisqu'il l'a réalisé sur 3 ans et il y a eu une nette évolution notamment au niveau des traits qui se sont affinés. Après franchement, si je veux pinailler, ce que j'aime bien faire quand même de temps en temps, je dirais ce qui m'a manqué, c'est un personnage récurrent justement, qui soit vraiment là du début à la fin et qui ait peut-être une évolution avec ce personnage. Ça aurait pu être sympa. Deuxième lecture que j'ai lue dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, c'est Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia aux éditions Brajlon. Ce livre, je ne l'ai plus avec moi, je l'ai déjà rendu à la librairie. Et en général, c'est pas bon signe ça. Pour le résumé, on va suivre Noémie au Mexique dans les années 50, plus particulièrement en fait l'année 1950. Noémie est une jeune fille qui vient d'une famille assez aisée. Ce qu'elle aime, c'est sortir, s'éclater, faire baver les mecs.
Ouais, tout ça. Et elle fait aussi des études d'anthropologie après s'être essayée à plusieurs domaines quand même avant. Elle se rend dans un manoir dans une petite ville assez éloignée de là où elle vit, puisqu'en fait sa cousine vient d'épouser un homme qui donc vit de ce manoir, la famille de cet homme vit dans ce manoir, et récemment elle a reçu une lettre quand même assez intrigante de sa cousine qui laisse penser qu'elle est assez maltraitée ou en tout cas que sa vie est en danger. Noémie donc va voir un peu ce qui se passe. Hein. Et très vite elle se rend compte quand même qu'il y a des trucs bizarres qui s'y passent justement. On est dans un livre d'horreur avec un manoir, donc clairement quand j'ai lu ça, je me suis dit que ça allait me plaire sans souci. Et je n'ai pas aimé. Premier point sur lequel j'ai buté, c'est le fait que justement ça se passe en 1950. On le sait après quelques pages, et quand je l'ai lu, puisqu'apparemment je ne le savais pas avant de lire le livre, j'ai eu cette impression d'anachronisme énorme. Je me suis dit, c'est pas possible. En fait, cette histoire ne se passe pas en 1950. Et cette impression-là ne m'a pas lâchée de tout le roman. Vraiment des moments où je me suis dit, le langage qu'ils utilisent pour se parler, c'est pas possible. Enfin, ça ne correspond pas dans ma tête, en tout cas, ça ne correspondait pas à l'année 1950. Il y a même un moment où justement Noémie est dans un cabinet, vraiment un tout petit cabinet de médecin dans cette ville complètement paumée au Mexique, et elle précise qu'elle s'assoit sur une chaise en plastique. Et là, je me suis dit, quoi? Une chaise en plastique en 1950? Eh bien, figurez-vous que du coup, je suis allée vérifier sur Google. Et oui, en fait, le mobilier en plastique ont fait leur apparition en 1950, justement. Mais là, dans ma tête, je me suis dit, ok, le mobilier plastique a fait son apparition en 1950. Est-ce que ça veut dire que du coup, dans un petit cabinet de médecin au fin fond du Mexique, on trouve une chaise plastique? Je ne suis pas sûre. Donc voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai eue sur plein de détails, sur plein de choses, et aussi, comme je l'ai dit, dans les dialogues, où j'avais l'impression que le vocabulaire qu'ils employaient n'était pas adapté. Alors, est-ce que du coup, c'est un problème de traduction, ou c'était dans le récit initial, ou alors c'est moi qui déconne totalement? Je ne sais pas, mais j'avais vraiment cette sensation d'anachronisme absolument tout le temps, et j'arrivais pas. Du coup, je n'arrivais pas à me plonger complètement dans l'histoire. Ensuite, tout au début du roman, donc quand Noémie arrive dans ce manoir, il y a tout un moment où on sent quand même que les choses commencent à déconner, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, elle ne peut pas voir sa cousine, mais ça n'a pas l'air de la perturber plus que ça. Non, ça... Bah, voilà, elle fait sa vie. Elle fait sa vie. Il n'y a pas de souci. Je suis restée un peu perplexe sur ce choix. Après, voilà, ça peut être un choix puisque ça peut être expliqué par le fait qu'elle soit dans un manoir assez particulier. Mais je suis restée quand même aussi un peu perturbée par ce choix-là. Par contre, pour une petite note positive, c'est qu'on est clairement dans l'ambiance manoir, celle qu'on a envie quand même un peu en octobre. Et justement, j'étais tellement à fond dans cette ambiance que ça m'a rappelé une lubie que j'ai depuis quelques années et que je n'arrive pas à assouvir. Je cherche un peignoir couleur vermeil, assez épais pour qu'il me tienne chaud quand même, parce que ça ne sert à rien d'avoir un peignoir si tu n'as pas chaud avec. Et je ne le trouve pas. Ça fait des années que je le cherche. Je ne le trouve pas et ça me perturbe. J'ai envie de ce peignoir, j'ai envie j'ai envie de déambuler dans mon appartement dans ce peignoir, tout à fait. On passe ensuite maintenant à deux lectures qui ne sont pas liées au Pumpkin Autumn Challenge et ce sont deux lectures assez particulières parce que clairement elles sont clichés. C'est clairement des lectures clichés et souvent c'est ce que je reproche à d'autres lectures en disant j'ai abandonné parce que c'était trop cliché, parce que ça m'énervait, parce que c'était trop bateau. Et là, c'est le cas. Mais je ne sais pas pourquoi avec ces deux-là, ça le fait, et surtout avec une des autrices dont je vais vous parler, ça le fait tout le temps. Je sais que c'est cliché, mais j'adore, c'est vraiment extrêmement jouissif à lire. Premier livre dans cette catégorie dont j'avais envie de vous parler, c'est le dernier livre de Camille Lackberg qui est paru chez Actes Sud Noir. Et ici, c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt une novella. C'est-à-dire que c'est entre une nouvelle et un roman, c'est le principe, c'est la définition de la novella. Et le titre est... J'ai oublié. Et le titre est Sans passer par la case départ. Première information importante au sujet de ce livre, c'est qu'il n'a rien à voir avec la série qui met en scène le personnage de Fée qu'on retrouve dans La Cage dorée et les ailes d'argent, ni non plus avec les personnages qu'on retrouve dans la série de Erika et Patrick.
si c'est vraiment une novella totalement indépendante. Un peu comme, il me semble que le titre était 3 femmes sans merci, qui était aussi une novella qui est sortie il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus exactement. Clairement, ça fait un petit moment avec Camilla Läckberg, surtout avec la série de fées, donc avec la cage dorée et les ailes d'argent, où c'est un peu cliché. Hein. Il y a quand même pas mal de stéréotypes, on va pas se le cacher. Mais j'adore à chaque fois. Ici, on est avec 4 adolescents qui vont fêter le nouvel an près de Stockholm. Ils sont amis depuis de nombreuses années, sauf que, voilà, il y a des choses, il y a des secrets qui ne se sont pas encore dits, enfin, jusqu'à présent. Est-ce que c'est bien écrit ? Pas forcément. Est-ce qu'il y a une tension pendant tout le récit ? Ah, pas forcément. Est-ce qu'il y a des révélations de fou ? Pas forcément. Mais est-ce que j'ai aimé ? Absolument. Je pense que c'est dû au fait que les livres de Camilla Läckberg fonctionnent pour moi comme des livres doudous. C'est-à-dire que c'est un livre que je prends toujours énormément de plaisir à lire, peu importe en fait le sujet finalement. Sauf peut-être, évidemment, dans la série avec Erika et Patrick, puisque Erika m'énerve. Mais malgré cela, j'aime les livres. Donc c'est pour dire. Et dans ces derniers livres, il y a aussi pas mal d'histoires de vengeance. Et ça, c'est jouissif à lire. Par contre, si vous n'avez encore jamais lu Camilla Läckberg et que vous désirez lire des livres de cette autrice, ne vous dirigez pas vers cette novella. Clairement, elle est beaucoup plus destinée à des personnes qui aiment justement le style de Camilla Läckberg, qui la connaissent. Voilà, je pense que vous apprécierez plus si vous connaissez déjà l'autrice. Par contre, si c'est pas le cas, si vous voulez la découvrir, n'hésitez pas à vous diriger vers la série avec Erika et Patrick, qui à mon avis va vous plaire. Si vous aimez en tout cas les romans noirs, style suédois. On passe maintenant au dernier livre de cette vidéo, mais surtout au livre que je viens de finir, puisque j'ai passé toute mon après-midi de jour de congé à lire ce livre. Et j'ai adoré. Et clairement, si un jour on m'avait dit que j'allais aimer ce style de livre, je n'y aurais pas cru. Et ce livre n'est autre que Virgile et Bloom de Johan Richoux aux éditions Actes Sud Junior. Par contre, je pense que justement la maison d'édition Actes Sud n'est pas pour rien pour mon amour, que ce soit pour Camilla Läckberg qui était aussi chez Actes Sud ou pour ce livre, parce que j'aime beaucoup les choix éditoriaux de cette maison d'édition. Et mon rêve serait d'être partenaire avec eux, tout simplement. Ce livre, c'est un peu le combo histoire de vampire et romance. Pour vous situer un peu mon étonnement quand j'ai compris que j'aimais ce livre, c'est que je déteste la romance et je déteste Twilight. Vraiment, c'est un livre que j'ai lu en plus récemment et que j'ai détesté. Par contre, j'adore les vampires et j'adore Buffy contre les vampires. Meilleure série au monde. Pas la meilleure série au monde parce qu'il y a d'autres séries, mais c'est une série absolument sous-estimée. J'ai vu passer ce livre dans une story sur l'Instagram du prix Farniente. Le prix Farniente, c'est un prix du livre jeunesse que j'aime beaucoup suivre. Et justement, je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Et justement, en fait, la personne avait lu ce livre puisqu'apparemment il est présélectionné ou sélectionné, je ne sais plus exactement. Et donc la personne parlait de ce livre et elle était absolument fan de ce livre. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, ça m'est passé par la tête, et finalement je suis extrêmement contente, je me suis dit, j'ai envie de le prendre. Pour le résumé, on va suivre Bloom, qui est une jeune fille de 19 ans qui prend des cours de violoncelle avec un prof extrêmement particulier, puisque ce prof, c'est Virgile, qui est un beau jeune homme ténébreux. Et un jour, elle lui demande, « Virgile, tu serais pas un vampire ?» Et Virgile répond, « Si, j'en suis un. » Et c'est le point de départ du livre qui va se transformer après en un road trip pendant un petit moment et par une rencontre de plein d'autres créatures de la nuit effrayantes. Ce que j'ai particulièrement apprécié en fait dans ma lecture, c'est que j'ai senti pendant que je lisais que l'autrice n'a pas essayé de faire quelque chose, elle n'a pas essayé de donner un genre à son livre, elle n'a pas essayé d'enrober les choses. C'est extrêmement direct, que ce soit dans les dialogues qui sont extrêmement directs d'ailleurs, extrêmement très très proches de la réalité. Je trouve que justement les dialogues c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire quand on écrit et justement en tant que lecteur avec moi c'est vraiment
très dur de me convaincre sur les dialogues. C'est-à-dire que soit on tente les dialogues qui se rapprochent le plus de la réalité, mais dans ces cas-là, il y a toujours quelque chose qui fait que c'est un peu bancal, ça ne tient pas la route. Ou alors on essaie de faire des dialogues extrêmement littéraires, mais c'est aussi parfois pas bien fait. Je trouve qu'on peut vite se casser la gueule sur les dialogues, mais quand c'est bien fait, peu importe le style utilisé, que ce soit justement très proche de la réalité ou extrêmement littéraire, c'est extrêmement plaisant à lire. Et ici, c'est le cas, c'est extrêmement bien fait. C'est direct, on a vraiment l'impression de suivre une conversation que pourraient avoir deux types en face de nous. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est quand je lisais ce livre, je me suis remise dans la peau de mon mois de 14 ans, un samedi après-midi, attendant de pouvoir regarder la trilogie du samedi soir et donc Buffy contre les vampires. Et c'était génial. Et en plus, l'autrice nous fait part de sa playlist, c'est-à-dire qu'au début de presque chaque chapitre, pas de tous, mais de presque, il y a le titre d'une chanson. Et moi, j'ai joué le jeu vraiment à fond, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je voyais le titre, je le mettais sur YouTube et je l'écoutais en lisant. Et ça a donné une dimension absolument géniale à ma lecture. Et il y a aussi pas mal d'humour dans ce livre, ce qui donne de la légèreté et ce qui aussi me fait dire encore plus que franchement l'autrice ne s'est pas prise la tête. Et c'est payant. Et aussi je voudrais attirer le regard, c'est que c'est clairement une romance. C'est-à-dire c'est une romance entre une jeune fille et un vampire. Et ce que j'aimais aussi, c'est qu'on ne finit pas justement sur la romance, puisqu'il y a un événement qui vient un peu mettre du rythme dans tout ça. Alors cette vidéo est finie, ça y est. Et comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez une série, un auteur doudou, que vous lisez, tout en sachant que, ouais, c'est quand même un peu cliché, mais on aime, quoi qu'il arrive. Et je vous laisse ici. Allez, salut!